Nous allons porter notre attention sur le secteur bancaire, un secteur où la thématique de la résilience, et plus particulièrement de la cyber-résilience, est omniprésente. À quel type de fraude les entreprises sont-elles confrontées? Comment mettre en œuvre un programme de cyber-résilience et de gestion des risques? Comment tirer profit des nouveaux cadres réglementaires sans toutefois succomber à leur très grand nombre? Telles sont les questions que nous allons aborder avec nos deux invités. Je me tourne vers vous, Jacques Baudilis, avec cette première question. Quels sont les principaux types de fraudes rencontrés dans le secteur bancaire? Dans un contexte d'exposition grandissante des services numériques de la banque, je distinguerai trois catégories. La première concerne la fraude externe autour des moyens de paiement. Donc, principalement la carte bancaire et le chèque. Donc, ça peut être de vol de moyens de paiement, ça peut être utilisation des informations de la carte bancaire pour des paiements à distance. Sur le chèque, ça peut être des systèmes de cavalerie, par exemple. La seconde catégorie va se baser sur l'usurpation d'identité du client. Donc là, les attaquants vont trouver des techniques, alors ça peut être du phishing ou d'autres techniques pour récupérer des données confidentielles du client dans l'objectif de prendre la main sur leur compte en ligne et puis, in fine, de faire des sorties de fonds vers des comptes de passage essentiellement. La troisième catégorie, et c'est peut-être là qu'on va s'attarder un peu plus, c'est les attaques massives. Donc c'est quelque chose qu'on a vu qui s'attaque non plus à un client, mais au système d'information globalement. Donc on l'a vu apparaître avec WannaCry en 2015, et depuis on a eu des répétitions comme Emotet en 2020. Là on est sur des cyberattaques avec un objectif de sabotage, de déstabilisation ou de vol massif de données pour les revendre sur les dark web par exemple. Donc, dans ce contexte-là, on se rend compte que nous sommes devant des fraudes d'une autre ampleur qui vont être de véritables risques opérationnels pour l'entreprise et qui vont donc nécessiter, pour faire face, un programme de cyber-résilience. Loïc Bréa, je me tourne vers vous. Jacques Baudilis vient d'évoquer la nécessité de mettre en place des programmes de cyber-résilience. Quels sont les nouveaux challenges à prendre en compte dans le cadre d'un programme de cyber-résilience et de gestion des risques? Alors, il faut bien comprendre que l'entreprise aujourd'hui évolue dans un paradigme qui s'est complètement transformé au cours des 10 dernières années. Par exemple, aujourd'hui, les entreprises abordent la sécurité et la cyber-résilience sous l'angle métier en identifiant quel est le propriétaire de la donnée ou quels sont les propriétaires d'applications. Il y a encore une dizaine d'années, on abordait cette problématique uniquement sous l'angle technique et technologique. Le deuxième changement de paradigme, c'est le recours massif à des fournisseurs cloud, que ce soit pour de la bureautique, pour des services externalisés métiers, que ce soit pour du recours à de la télémaintenance ou à des tâches d'administration. Donc le recours au cloud, aujourd'hui les frontières de l'entreprise sont complètement ouvertes. Hier, encore une fois, on abordait la sécurité au niveau périmétrique. Aujourd'hui, avec cette ouverture des frontières et le recours massif au cloud pour des usages sur la bureautique, pour des usages sur des applications métiers, pour des usages sur de la téléadministration, cet aspect fait que le panorama de risque de l'entreprise a complètement évolué. Le troisième aspect à prendre en compte dans un programme de cyber-résilience, cybersécurité, c'est le fait que les menaces ont elles aussi évolué. On est sur des menaces extrêmement sophistiquées, persistantes, qui sont parfois détectées extrêmement tardivement, ce qui nécessite aujourd'hui une prise en compte au plus haut niveau de ce nouveau paradigme. Donc en conclusion, on le voit, le paradigme a complètement changé et de ce fait, l'entreprise doit complètement intégrer son programme de cyber-résilience et de cybersécurité au niveau du board plutôt que d'aborder ce sujet exclusivement sous l'angle technique. Comment les nouveaux cadres réglementaires répondent-ils à cette problématique et quel est l'apport de la certification? Il convient de distinguer trois niveaux et trois types de cadres réglementaires. Le premier va concerner plutôt un cadre réglementaire qui est ce qu'on appelle les standards et les bonnes pratiques de sécurité. On peut citer le NIST, on peut citer le CIS Benchmark, qui sont des recueils de bonnes pratiques sécurité, dont l'application est plutôt consultative et que les entreprises peuvent utiliser pour justement sécuriser leur système d'information, leurs environnements, etc. Le deuxième étage de la fusée va concerner la réglementation de droit privé. On peut citer justement dans le monde bancaire PCI DSS,
qui s'applique plutôt à des e-commerçants ou à des établissements bancaires qui vont manipuler de la carte bancaire, ou encore à Swift, CSP, le Customer Security Program, qui a mis en place ce programme pour justement améliorer la sécurité et la transparence au niveau de la sécurité des entreprises qui sont reliées à ce réseau d'échange de messages financiers. Donc, un opérateur qui va appliquer cette réglementation à ses clients, à ses partenaires métiers. Le troisième étage de la fusée, qui va être le plus contraignant, va concerner la loi. On peut citer la GDPR, qui a été mise en place il y a quelques années pour gouverner et pour apporter de la confiance et de la sécurité dans la gestion des données personnelles. On peut citer PSD2, qui est une directive européenne qui, là aussi, doit renforcer la confiance dans la sécurité des paiements au niveau européen. Ou encore la LPM, la loi de programmation militaire, qui va, elle aussi, apporter des bonnes pratiques de sécurité au secteur sur des opérateurs d'intérêt vital, de manière à ce que les entreprises puissent, justement, améliorer les bonnes pratiques de sécurité. Et bien évidemment, chacun de ces trois types de standards et de contraintes peuvent être audités par des équipes internes ou par des tiers externes pour justement apporter un niveau d'assurance supplémentaire sur le respect de ces différentes réglementations, normes et pratiques. Alors, on assiste à une multiplication de normes et de cadres réglementaires dans le secteur de la banque. Les plans d'assurance sécurité avec les tiers en matière d'externalisation notamment deviennent un enjeu majeur pour les DSI. Comment faites-vous face à ce millefeuille réglementaire ? Alors, face à ce millefeuille réglementaire, comme vous dites, on s'organise de façon différente sur beaucoup d'activités. Déjà la veille, la gouvernance au niveau des risques, mais aussi dans la façon de mettre à jour, on va dire, nos process et nos procédures. On va chercher, dans le cadre, on va dire, de notre appétence au risque, à définir des socles communs, donc à intégrer dans nos process, à intégrer dans nos procédures. L'objectif là-dessus est de ne pas non plus traiter les réglementations une à une, mais traiter bien l'ensemble pour que la bonne exécution des process et la bonne exécution des procédures fassent que finalement nous soyons conformes à ces réglementations. Loïc Bréa, comment répondre à ces enjeux et quelles sont les clés d'un programme de cyber-résilience ? Alors je pense que dans un premier temps, comme l'a très bien dit Jacques, il est urgent de bien faire le point et de bien cadrer la démarche. Donc dans un premier temps, bien identifier tous les standards, toutes les règles, toutes les lois auxquelles l'entreprise est soumise, de manière à bien comprendre quelles sont les priorités à aborder. Une fois que ce point est réalisé, bien identifier quel est l'impact sur la cybersécurité et sur le programme de cyber-résilience en termes de périmètre, à quel environnement, métier ou technique s'applique quelle loi, quel standard, quelle directive, et ensuite bien identifier quelles sont les factorisations qu'il est possible d'apporter. Si on ne passe pas par ce cadre, globalement, l'entreprise peut être soumise à des périodes d'audit sur une année complète, avec, on le voit, des entreprises qui vont avoir à réaliser des audits sur PCI DSS, sur Swift, sur la LPM, sur DSP2, sur PCI PIN et sur une bonne dizaine de réglementations. Donc bien poser le cadre et voir là où il est possible de gagner du temps et de factoriser pour simplifier les choses, et de manière à ce que les opérationnels qui vont répondre à ces auditeurs puissent justement passer le moins de temps possible en audit et le plus de temps possible à faire ce qu'on leur demande de faire. Ensuite, bien identifier les projets contributeurs. Est-ce qu'il est nécessaire de lancer un programme ou un nouveau projet pour collecter les logs de manière à les analyser si dans les tuyaux, j'ai un projet de mise en place d'un SOC qui est en place et qui doit atterrir sous 3 à 6 mois. Donc bien identifier au sein de l'entreprise les projets en cours et ce qui peut contribuer à la réussite de programmes de cybersécurité et de cyber-résilience. Le dernier point, c'est que l'entreprise va devoir également, ou va pouvoir plus exactement, prendre des références, échanger avec ses pairs, avec des entreprises similaires du secteur, pour bien comprendre comment d'autres réalisent ou font et quelles sont les clés de la réussite d'autres entreprises similaires. Maintenant, malgré ça, il faut bien comprendre que malgré toutes ces réglementations, tous ces standards, toutes ces mesures de sécurité qui vont être mises en place, l'incident peut survenir à tout moment. On l'a vu il y a quelques jours avec la panne géante qui a impacté Facebook. Pour une entreprise comme celle-ci, qui possède certainement un grand nombre de programmes de cybersécurité, de cyber-résilience, on l'a vu, la panne a duré 7 heures. Donc lorsque la panne survient, il faut la compétence, il faut le plan de réponse aux incidents, il faut le plan de communication et il faut savoir gérer la crise rapidement.
Jacques Baudelis, Loïc Bréa, merci beaucoup pour nos échanges. Merci à vous.